Bonjour et bienvenue dans Concrètement, l'émission qui s'intéresse à ce que vous faites concrètement dans la vie. Des feignants incapables de travailler plus de 20 heures par semaine, qui se mettent en grève à la moindre occasion ou qui sont tout le temps en vacances, voilà le genre de cliché que l'on peut trouver sur les enseignants. Aujourd'hui nous recevons Charles qui est enseignant en EPS depuis 2017. On me dit qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires dans l'éducation nationale. Mais c'est d'une démagogie invraisemblable. Le statut du professeur des écoles, je ne critique personne, je veux d'ennuyer avec personne, je dis des faits. C'est 24 heures par semaine, mais François-Xavier, ce qu'on ne dit pas, 6 mois de l'année. C'est ainsi que M. Franck Bardu, professeur d'éducation physique, a décidé de prendre en attendant la place du professeur de philosophie, toujours vacante. Voilà, je suis là parce que votre professeur de philo n'a toujours pas été remplacé. Donc c'est moi qui, en attendant, vais assurer les cours. Ok ? Bon, sinon, voilà, on va commencer. Qu'est-ce que vous étudiez, là, dernièrement ? Oui ? Épicure et la luxure. Épicure et la luxure. Ouais, écoutez, pour la luxure, un simple bandage suffit. Il n'y a pas besoin de... Voilà. D'autres questions ? Charles, bonjour. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, tu vas nous présenter un petit peu ton parcours, le métier d'enseignant. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement et un peu ton parcours depuis le bac jusqu'à aujourd'hui ? Donc moi, après le bac, je suis allé au STAPS à Nantes sur 5 ans. J'ai fait ma licence et mon master là-bas, où j'ai obtenu mon concours en Master 1. J'ai fait mon année de Master 2 où j'étais en stage en Loire-Atlantique. Je suis resté pas trop loin du STAPS où on était 3 jours en tant qu'enseignant et 2 jours à la fac. Et après, je suis parti sur Paris pendant 2 ans, en banlieue parisienne à Boulogne-Billancourt. Et je suis revenu en Vendée juste après le Covid en 2020. J'ai enseigné dans le sud Vendée et puis là ça fait maintenant 3 ans que je suis plutôt pas mal parce que je suis à 15 minutes de chez moi, j'habite à La Roche et ça se passe plutôt bien là où je suis. Pour revenir sur les études, tu as fait un bac, c'était quoi, c'est un bac général ? J'ai fait un bac général ES. ES à l'époque, ouais. Il n'y a pas de spécificité, on peut passer n'importe quel bac si on veut aller dans le sport. Les premières années au STAPS, elles sont un peu plus faciles si tu es parti sur un bac scientifique. Donc maintenant, il n'y a plus les filières, c'est des options. C'est des options que les élèves choisissent, parce que ça t'aide sur la biomécanique, sur la physio, sur des matières qui sont autrement dites générales. Et puis après, nous, quand on se dirige vers le concours d'enseignants, c'est plus des matières... sur l'histoire de l'EPS, on a des écrits à produire et des oraux à faire qui sont beaucoup plus libres et du coup on délaisse entre guillemets les matières scientifiques qu'on a sur les 3 premières années de licence. Et il y a du sport aussi du coup j'imagine ? Ouais, on touche un peu à tout. C'est vraiment une maquette qui est très générale. On va sur des sports de combat, des sports athlétiques, des sports artistiques, des sports collectifs, de la course d'orientation, de l'escalade. On touche vraiment à, on va dire, un gros pôle le plus large possible. Et après, c'est varié en fait, je pense, en fonction des facs. Nous, à Nantes, on avait un pôle qui était surtout sur... des sports collectifs, des sports de combat qui sont plutôt accessibles dans la zone, mais je pense que si on va du côté de Chambéry par exemple, à mon avis ils peuvent faire du biathlon, du ski de fond, c'est complètement différent à mon avis en fonction des zones géographiques. Et c'est une question que je me suis longtemps posée, c'est est-ce qu'il faut être bon en sport pour être prof, enseignant d'EPS ? En fait ça va dépendre de la personne. Sur le concours on a des épreuves sportives. On a une spécialité à présenter et on a un oral spécifique dessus. Et après, on a 3 autres activités à choisir. Donc en fait, on a 3 épreuves pratiques qui sortent sur le concours et on en a 4 à choisir et il y en a une en fait qui est supprimée. Okay. On ne sait pas à l'avance laquelle va sauter lors du concours. Donc tu te dois d'être bon dans ces activités-là. Et après, c'est ta personne devant les élèves qui va faire que finalement, tu as toujours envie d'être légitime et puis de montrer que dans n'importe quelle activité, tu maîtrises un minimum, on va dire, des bases dans chacune d'entre elles. Sinon, on ne peut pas faire de démonstration, on est toujours obligé d'aller saisir les élèves pour le faire. Et en fonction des activités, on n'a pas forcément des élèves qui sont experts dans chaque discipline. Je me demande, la première fois, quand tu es en stage, le professeur titulaire, il est à côté de toi, il te regarde quand même ? Il essaye de se faire discret pour que les élèves comprennent que forcément tu découvres, mais c'est toi qui prends en main la classe. Et c'est vrai qu'en fonction de chacun, ça peut être un gros pas en fait finalement, parce qu'il y en a plein qui n'ont jamais expérimenté leurs compétences face à des élèves. Moi j'ai démarré en lycée, j'avais
J'avais 2 ans d'écart, enfin 3 ans d'écart avec la plupart. C'est vrai que c'est délicat au début de se retrouver dans un rôle où c'est toi qu'on écoute, c'est toi qui donnes les consignes et c'est parti, quoi. Alors qu'avant, on est plutôt toujours dans l'esprit, je suis étudiant et j'écoute encore ce qu'un prof me donne comme contenu. Et là, on passe dans vraiment le rôle de l'autre côté, quoi. C'est là où tu vas tout de suite savoir si ça le fait ou pas, en fait. Parce qu'il doit y avoir un pourcentage de perte, j'imagine, de gens qui disent « Oulala, c'est pas fait pour moi ». Nous, au STAPS, on a la chance d'avoir du temps en stage, ce qui nous permet vraiment de s'expérimenter, d'être sûr de vouloir partir là-dedans. Je sais que dans d'autres facs, c'est pas le cas. Et c'est pour ça que ce que tu dis est vraiment réel. Il y a des profs qui, dans d'autres matières, se rendent compte vraiment du terrain qu'une fois qu'ils ont le concours. Parce qu'il n'y a pas toute cette quantité-là de stages, de réalité du terrain, de ce qu'il faut réellement faire en tant qu'enseignant, finalement. Moi, je sais que dès ma 2e année de fac, finalement, j'ai déjà découvert le métier. Après, moi, j'ai 2 parents qui sont profs. J'ai pas mal dans ma famille aussi d'enseignants. Ça m'a aidé aussi à voir la réalité des choses et de me dire, oui, je sais que je veux faire ça. Et j'ai tout de suite été à l'aise avec les élèves. Ça m'a jamais dérangé de prendre la parole devant beaucoup de personnes. Mais c'est vrai que tu as toujours un petit stress, finalement, au quotidien. Quand tu arrives devant une classe, tu sais jamais comment tout va se passer, quoi. Ouais, c'est toi qui drive, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, ça veut dire que selon la matière que tu enseignes, tu es plus ou moins bien préparé. En fait, au STAPS, ils partent ils partent du principe que les stages vont nous former et que la matière qu'on va avoir à la fac va faire que notre bagage, entre guillemets, en tant qu'enseignant, va créer notre habitude et le fait de maîtriser, entre guillemets, ce qu'on va donner à l'élève en tant que didactique, mais aussi en tant que pédagogie. Qu'est-ce que tu entends par didactique ? La didactique, en fait, c'est à proprement dit ce qu'on maîtrise sur les activités, ce qu'on va transmettre à l'élève. Et la pédagogie, c'est comment on va le faire. Et dans les autres facs, ce qui était le cas, alors je ne sais pas comment c'est encore une fois maintenant, mais il y a 7 ans, je me revois discuter avec des collègues sur mon premier poste, qui sont eux aussi stagiaires, et qui, eux, n'ont jamais fait vraiment de stage, où ils ont été dans la posture d'un enseignant. Donc ils maîtrisent parfaitement la didactique de leur activité, donc la didactique par exemple du français, mais ils n'ont jamais en fait réellement travaillé la pédagogie en réel. Ils l'ont vu à la fac certainement sur certains points, mais ils l'ont vraiment jamais réellement expérimenté autant que nous. Donc c'est vrai qu'on a un petit avantage là-dessus, enfin c'était le cas avant, et on se retrouve vraiment pas lâché entre guillemets devant des élèves sans avoir vécu ça auparavant, avec un tuteur, etc. Moi, je me suis jamais senti laissé seul face à une trentaine d'élèves sans savoir quoi faire. Parce que moi, c'est une des questions que je me pose le plus. Je me dis, mais la question de l'autorité, de la légitimité, tu dois te dire, mais j'arrive, je suis livré à moi-même. Perdre le contrôle de sa classe, ça doit être une des peurs de chaque enseignant. En fait, nous, la particularité, c'est qu'on n'est pas dans une salle de classe. Les élèves sont pas assis, donc on a aussi le temps de trajet avec eux où on les emmène sur les installations. On a le changement au vestiaire, donc c'est des parties qui sont complètement différentes des autres enseignements. Où l'élève, il est dans la salle de classe, on a une visibilité sur toutes les élèves. Nous, il peut se passer plein de choses. Chaque cours est différent. Et après, chaque enseignant va jouer de son autorité de la manière dont il a envie. Il y a des enseignants qui vont tout de suite être dans la sanction, d'autres qui vont peut-être prendre le parti pris de discuter avec les élèves, d'autres qui ont telle marge, entre guillemets, vis-à-vis d'un comportement déviant, d'autres qui n'ont pas la même marge. C'est vrai que ça, là-dessus, c'est propre à chacun. Chacun fonctionne à sa manière, tout en respectant évidemment les mêmes valeurs, les valeurs de l'enseignement, les valeurs de la République. On essaye là-dessus d'être au clair sur tous, quoi. On met pas un chassé dans un élève parce que voilà. Après, t'es validé. Ouais, je me fais valider et là arrive du coup le premier mouvement, ce qu'on appelle les mutations en fait, que certains connaissent bien dans ce milieu-là, où on choisit pas réellement où on veut aller. Donc en fait, on est sur une plateforme internet où on va voir entre guillemets l'année précédente avec le nombre de points qu'on a d'ancienneté, etc. Ce qu'on peut entre guillemets avoir. Et souvent c'est soit la région parisienne au début, soit l'Académie de Lille. Il y a d'autres académies qui sont un peu plus accessibles. L'Académie d'Orléans-Tours, souvent on peut l'avoir, Académie de Rouen. Mais on oublie tout de suite de rester dans la zone géographique où on se retrouve, comme l'Académie de Nantes. Et puis après, on peut accéder aussi à certains dom-tom, la Guyane, Mayotte. Bon, c'est pas les plus sexy forcément. Faut éviter de penser à la Guadeloupe ou la Martinique ou la Réunion qui sont inaccessibles au début d'une carrière. Et moi, je me suis dirigé du coup vers la région parisienne. Alors, c'est en fonction des besoins, ce nombre de Alors, en de fait, postes, ils estiment le nombre d'entrants. Donc, en fonction des départs à la retraite, des créations de postes, des postes qui sont supprimés. Et à partir de là, c'est le nombre de personnes qui vont demander tel endroit.
puis c'est le barème qui va faire que tu rentres ou non dans telle ou telle académie. Ok, donc c'est celui qui a le plus de points Qui passe devant. qui passe devant tout le monde. Ouais, c'est Donc, ça. et système de points. Alors, système de points, c'est l'ancienneté qui prime. Ouais. Et après, c'est la situation familiale. C'est-à-dire Ouais. le nombre d'enfants, si t'es pacsé, si t'es marié. Après, il y a des dossiers sur des handicaps, sur des situations sociales. Et ça rapporte en fait un espèce de package, concrètement. Et en fonction de ça, tu passes devant un autre ou pas. Rapprochement de conjoints, ouais, c'est souvent ce qui fait que les gens sont amenés à bouger. T'arrives, région parisienne, tu connais un petit peu Paris. Je connais Paris, mais je connais en fait la première fois quand ça s'affiche sur Internet, hein, concrètement, votre mutation est apparue. Tu regardes la ville où tu débarques. Moi, je vois Boulogne-Billancourt, donc je situe à peu près. Je faisais du tennis, je vois que Roland-Garros est à côté. Le Parc des Princes est pas loin. Je dis bon, c'est. Je vais pas être malheureux. C'est proche de Paris. Je sais que culturellement parlant, je vais m'y retrouver. Et en plus, ce que je me suis demandé, t'étais en couple à l'époque ? Ouais. Donc je me dis, si ta femme, elle bosse, je sais pas, toi t'es sur Nantes, et là du jour au lendemain tu dois aller sur Paris, enfin c'est un vrai choix de vie en fait. Au-delà du métier, c'est que c'est un choix de vie. Au début, il faut vraiment faire des concessions. Nous, il y avait deux choix qu'on pouvait faire. C'était soit on partait à deux sur Paris, elle acceptait de venir avec moi, et puis par contre, on savait qu'on y allait pour une durée indéterminée, parce que du coup, ce que t'expliquais avant, le rapprochement de conjoints, on n'aurait pas pu le faire jouer plus tard. Et nous, on a pris le parti de se dire non, moi je vais partir le temps qu'il faudra en région parisienne, et on se rapprochera plus tard en jouant du coup sur la situation familiale. Donc on était pacsés, on savait qu'on tous les ans on avait des points d'éloignement de conjoints. Paris-Nantes, ça se faisait bien en train. Je rentrais souvent les week-ends, puis on profitait aussi de Paris une fois dans le mois où elle montait me voir. Puis ça s'est fait comme ça. Et c'est vrai que ce que tu dis par contre est vrai. Je connaissais Paris, mais je vois un nom de collège qui apparaît, je sais pas où c'est, je connais personne, et on me dit, ça y est, ça c'est ton premier boulot. À l'inverse de plein de personnes qui ont fini leurs études et qui vont postuler sur des entreprises ou alors des sites qu'ils ont envie d'avoir. Et nous, c'était, je fais le métier que j'ai envie de faire, mais je sais pas où je vais le faire. Ah, ça, c'est la grosse particularité du métier. C'est fou, tu dois te sentir démuni, ça doit ajouter du stress. C'est pareil, il doit encore y avoir un pourcentage de perte peut-être à ce moment-là encore. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui arrêtent ou qui fassent machine arrière. Ça serait dommage à ce moment-là. En tout Nous, cas. on le sait, hein. Enfin, faut pas se le cacher. Ceux qui se plaignent entre guillemets de ça, ils le savaient dès le départ. Donc autant pas passer le concours et puis se dire, en fait, je suis peut-être pas fait pour ça parce que cette méthode-là, elle est pas faite pour moi. J'ai pas envie de bouger. Je veux rester dans mon confort quotidien que j'ai déjà. Toi, ça va être ta première mission à ce moment-là. T'arrives, mais du coup, avant même d'être devant tes élèves, tu commences déjà à bosser parce qu'il faut préparer, j'imagine, tes cours, ce que tu vas faire. Tu as le programme peut-être. Comment ça se passe ? Toi, tu trouves ton logement, etc. Et là, tu as quoi ? Tu as le programme, tu as ta classe. En fait, comment ça se met moi, je découvre du coup mon établissement. Du coup, tu te présentes, t'appelles, tu tombes sur la chef d'établissement qui te propose de venir visiter l'établissement et de rencontrer tes collègues. Donc ça se fait avant l'été. Parce que du coup, on a le poste fin juin. Ok. Et du coup, 7 juillet, autour du 7-10 juillet, il n'y a plus personne en fait dans les établissements. Il ne reste plus que les chefs d'établissement. Et tous les profs sont partis en vacances et ne restent pas... ils sont chez eux ou partis ailleurs, quoi. Et moi, du coup, j'y vais fin juin. Du coup, je découvre mon équipe. On me donne mon emploi du temps. On discute un peu, est-ce que ça te convient, etc. Je suis tombé dans une équipe qui était vraiment au top. Et je découvre l'établissement, je découvre les locaux aussi. Parce que nous, à l'inverse, c'est pas une salle de classe, c'est des installations sportives qui vont faire un peu notre vie de tous les jours. Et je découvre ce que les collègues faisaient avant. Parce que tu vas pas arriver dans un établissement et dire moi je veux faire tel sport, tel sport, tel sport. C'est une programmation qui est commune. Donc nous, on était 4 enseignants. On était 2 nouveaux quand on est arrivé dans l'équipe. Et les 2 professeurs qui étaient déjà là nous ont montré un peu les activités qu'ils faisaient. Donc nous, la première année, tu dis, tu vas pas venir déjà dire, ça me va pas, moi je ferai pas ça. Non, tu prends et puis tu t'adaptes direct. Donc tu sais pas ce que tu vas enseigner, mais tu vas le faire. D'accord. Et après, du coup, ce que tu dis, c'est que tu as tout l'été pour te préparer à ça. Donc tu as ton emploi du temps qui t'est donné, tu as tes niveaux de classe, tu as les activités que tu vas faire. Et puis avec tes cours de la fac, parce que moi j'en sortais du coup, tu te dis qu'est-ce que je pourrais faire, par quoi je vais démarrer. Mais tu connais toujours pas tes élèves. Donc là, c'est hyper délicat parce que tu prépares un truc dans le vide, mais la première chose que tu as envie de savoir, c'est comment est le public en fait face auquel tu vas enseigner. Parce qu'en fonction de tel et tel public, tu vas pas faire les mêmes choses, tu vas pas attendre entre guillemets les mêmes compétences de chaque élève. Moi, je venais de faire 1 an de stage à Sainte-Luce-sur-Loire avec
une mixité d'élèves qui était hyper grande. J'arrivais à Boulogne-Billancourt, je sais pas comment ça fonctionne. J'écoute ce que les collègues me disent, mais je sais pas trop ce que je vais attendre de mes élèves en fait finalement. Ouais, mais je me suis toujours demandé, pour moi, enseignant de PS, qu'est-ce que tu prépares? Parce que il n'y a pas de copie, enfin, ou peut-être que t'en as d'ailleurs, je ne sais pas. Mais c'est comment tu prépares un cours de PS? Moi, j'ai cliché, même quand j'étais au collège, il y avait des profs, les mecs, ils arrivaient, t'avais l'impression que main dans les poches, et puis ils font ce qu'ils veulent, quoi. Bah, en fait, j'avais le même regard que toi. Bah, je te le cache pas, à la fac, t'as 19 ans, 20 ans, tu dis ouais, c'est cool, t'as que 20 heures dans la semaine, t'es devant des élèves, tu fais de l'activité sportive, tu les fais bouger, et puis basta, point barre. Puis en fait, tu découvres les cours à la fac, tu te dis ok, il y a vraiment un réel fond, et puis après, c'est ce que je te disais, c'est-à-dire qu'une fois que t'as le concours, bah, tu fais un peu pas comme t'as envie, parce que t'es censé répondre à des programmes, et puis c'est l'éducation nationale qui est au-dessus de toi qui te dit, entre guillemets, à quoi on va rechercher à répondre. Et après, en fonction de ça, chaque prof va fonctionner de la manière dont il a envie. Tu as des profs qui vont avoir, 40 ans d'ancienneté, qui vont savoir en fait quoi faire sans préparer un cours, etc. Surtout nous, comme tu l'as dit en EPS, on est très rarement à avoir des copies à corriger. On peut le faire, hein. On peut très bien demander un QCM sur une activité pour tout le côté connaissance ou historique de l'activité que tu vas faire. Mais concrètement, en gros, c'est des blocs de 8 à 10 séances, on va dire, de vacances à vacances souvent. Ouais. Donc, je sais pas, t'es mon élève en 6e, on va démarrer par escalade, par exemple. Là, on va faire escalade de la rentrée septembre jusqu'aux vacances de la Toussaint. Là, je vais pas faire une séance où tu vas faire ça, puis l'autre, je sais pas, tu vas grimper par ici, puis il n'y a pas de lien. L'idée, c'est de l'activité, ce soit le support, un peu comme un livre en français que tu vas étudier dans une salle de classe. L'élève, il va le lire, mais ça va pas s'arrêter là. C'est-à-dire que le prof, derrière, il va apporter un fond, tu vas l'étudier, pourquoi tu as étudié ce livre-là. Le collègue de français, il est capable de te l'expliquer. Moi, par exemple, l'escalade, c'est gestion du risque, c'est l'aspect sécuritaire, c'est travailler en groupe, faire confiance à combien d'élèves dans la classe t'es capable d'accepter qui t'assure, tu vois. Je prends d'autres activités, ça va être travailler en commun, avoir un projet collectif derrière. Et l'idée, c'est d'avoir un lien entre tes séances. Et que derrière, en fonction de ce que tu apportes aux élèves, tu vas varier. C'est-à-dire que séance 1, t'as prévu ça, mais t'as pas eu ce que t'attendais, ou alors t'as eu complètement autre chose. Tu vas pas forcément rester sur ce que tu avais prévu, tu vas peut-être changer. Et en fait, chaque cours va te dire vers où tu vas. Donc finalement, entre chaque cours, tu as forcément une prépa qui est plus ou moins minime ou plus ou moins grosse. Des fois, tu vas prévoir trop, donc ton cours, il est déjà fait, puisque tu as fait que la moitié, puis ton autre moitié, en fait, elle est déjà là. Et puis après, au fil du temps, tu peux y passer moins de temps, parce que du coup, tu connais les activités. Souvent, tu retombes sur des activités qui sont communes à beaucoup d'établissements. Et puis après, tu te fais un peu ton petit calepin avec tes activités, tes tâches que tu aimes bien refaire. Puis après, en fonction des élèves, tu vas changer. Puis c'est aussi toi, quoi. C'est comme dans tout travail. Quand c'est redondant, ça peut vite te saouler. Alors que quand tu innoves, tu expérimentes, tu prends plus de plaisir. Donc tu vois, ce que tu disais sur les 20 heures, c'est devant élèves, mais je passe pas 20 heures en fait à l'établissement. Je préfère y rester, avoir des horaires un peu plus fixes, entre guillemets, comme de bureau. Je m'y pointe et si j'ai des choses à faire, je le fais là-bas. Par contre, quand j'arrive à la maison, oui, tout est fait. Je stocke et puis évidemment après il y a d'autres choses à faire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Après t'as des collègues qui vont être beaucoup plus faciles dans le fait d'improviser, puis au final c'est un peu du bricolage si tu veux. C'est-à-dire que c'est comme quand je compare souvent ça à un commercial, tu vois. Un commercial, il va chez un client, il va proposer quelque chose, puis il va devoir le remodeler, changer le devis, quel pourcentage il va faire. Nous, c'est un peu ça. Je prévois un cours, j'ai 30 élèves devant moi, ça va peut-être marcher avec Gabin, mais il y a peut-être Léon avec qui ça n'a pas marché. Et donc, t'es obligé de remodeler, en fait, en fonction de tout ça. Ça doit être tellement dur, parce que toi, t'as ton truc un peu... Puis j'imagine, quand t'es enseignant, tu te mets un peu à rêver je vais leur rendre service, je vais faire ci, je vais faire ça, et ils vont être comme ci, comme ça grâce à moi. Et la réalité où là, il peut se passer 1000 trucs en fait, surtout en EPS où du coup c'est une salle de sport ou dehors. Enfin, ça doit être fou le delta entre ce que tu imagines et la réalité du terrain, quoi. Ouais, et puis des fois tu prévois des trucs que toi t'as compris, puis que t'as 25 élèves avec les 50 yeux qui te regardent. Ah mais là, monsieur, faut tout réexpliquer. Et là, tu te rends compte que ce que tu as prévu, ça marche pas. Tu sais pas dans quoi tu pars. Il peut y avoir des problèmes à l'intérieur du cours, comme tu dis, qui font qu'en fait, tu perds 20-30 minutes des fois par-ci, par-là. Et puis du coup, tout va ailleurs, quoi. Est-ce que ça t'est arrivé beaucoup, ça ? Pas tant que ça. Alors, des fois, tu as des petites choses à gérer. Tu vas perdre du temps sur une petite bagarre, sur deux personnes qui sont pas d'accord pour jouer ensemble. Il y en a un qui a perdu parce que l'arbitre, il a mal compris les règles. Mais t'essayes
au début, tu prends du temps sur ça, puis en fait, tu comprends petit à petit que non, en fait, faut pas prendre du temps sur ton cours, puis tu le prends après pour gérer ces petits problèmes-là. Ça m'est rarement arrivé de perdre un cours entier, mais non, oui, tu as toujours des petits trucs. Comme tu dis, l'inverse d'une salle de classe où tu peux, entre guillemets, si tu as un élève qui fait vraiment n'importe quoi, bah, tu peux le sortir de la salle, et puis tu as la vie scolaire qui le prend en charge. Nous, quand on est parti aux installations, c'est fini, quoi. L'élève, tu l'as du début à la fin du cours. Et je crois que ça m'est arrivé qu'une seule fois où j'ai dû tout arrêter, rentrer dans le collège pour expliquer la situation, mais sinon jamais, quoi. Il avait fait quoi, le gars? Un de mes premiers cours en tant qu'enseignant. Et je fais l'appel. Donc avant d'aller au vestiaire, on arrive sur les installations, j'avais fait mon appel. Je crois que j'avais 15 élèves. On va dire, on va partir sur 15. C'est plus confortable? Moins t'as de monde, plus c'est confortable pour toi? Ouais. Et je me revois, du coup, j'ai tous mes élèves, je commence à vouloir présenter le cours, puis je recompte, puis il m'en manque un. Et moi, j'avais perdu un temps entre, tu vois, aller chercher le matériel et puis leur demander d'aller à tel endroit. Et je suis en extérieur, puis je vois pas l'élève, puis j'en vois 2-3 qui sont morts de rire. Oh là là. Et en fait, il y en avait un qui était un peu plus balèze que les autres, qu'il avait mis dans le buisson. Et en fait, l'élève était bloqué dans le buisson, mais genre à 20 mètres de nous. Et ils finissent par le dire. Puis du coup, je dis là, c'est pas possible. Première fois que j'avais un truc comme ça à gérer. Je dis on arrête le cours, on va voir la vie scolaire, on va voir la CPE, et puis on reverra après. Et je me revois ramener les élèves et j'avais pas fait cours. J'avais 1h30 de battement et j'avais passé En fait, j'avais été allé aux installations, changement dans les vestiaires, t'as la cacahuète qui arrive, puis tu repars. Oh là là, l'angoisse. Mais non, après, t'as pas trop. C'est rare. Des fois, tu dois halluciner. Ils doivent faire des trucs de. Enfin, là, pour le coup, t'as dû halluciner. Ouais, tu te demandes qu'est-ce qui passe dans leur tête pour faire ça, quoi. Et puis après, tu réfléchis. Enfin, je rigole, mais c'est pas du tout marrant pour le gamin qui s'est fait. Non, mais... Sur le moment, en fait, t'es stressé parce que tu te dis, non, j'ai quand même pas perdu un élève. Moi, je suis au tout début. Je dis, pour qui tu passes? Puis après, en fait, tu comprends que il y a plein de choses, t'as plein d'anecdotes. Je le dis tout le temps, je devrais avoir un calepin avec tout ce qui se passe parce que chaque journée, t'as des élèves qui te racontent des histoires, t'as envie de rigoler, mais il faut se retenir parce que t'es l'enseignant, parce que t'as tel élève qui fait telle bêtise. Et puis en plus en EPS, comme tu dis, on n'est pas dans une salle de classe, donc tu peux penser ne pas te faire voir par l'enseignant parce que c'est plus large, etc. Ouais. Alors qu'en fait, t'es vite cramé, quoi. Et ça me fait penser justement, parce que j'ai rigolé à ça, ce qui a dû peut-être, j'espère pas trop mal vécu pour l'élève à qui c'est arrivé. Mais on en parle beaucoup en ce moment de la notion du harcèlement scolaire. Voilà, harcèlement donc scolaire et même en dehors de l'établissement. Est-ce que c'est quelque chose où vous êtes formé, où on en parle beaucoup en ce moment? Ouais, on est énormément formé là-dessus, mais depuis plusieurs années. Après, tu vois, dans l'établissement où je travaille, on a une équipe phare, ça s'appelle. C'est une équipe d'enseignants ou de vie scolaire qui est mélangée et qui va s'occuper de chaque cas. Et si un élève, par exemple, est démuni dans une situation où il n'arrive pas à parler à la maison, ou alors il n'arrive pas à parler à ses camarades de classe, il va pouvoir se référer à cette équipe-là. Nous, après, chaque enseignant veille à ce que ça se passe bien, qu'il y a un bien-être évidemment scolaire pour tous les élèves. Puis après, effectivement, c'est vrai qu'on est dans un monde où avec les réseaux sociaux et toutes ces choses-là, ce que nous, on n'avait pas en fait à l'époque. Nous, on avait nos petits téléphones avec les 3 touches pour taper un SMS, puis on avait 400 caractères par mois à la pour limite, pouvoir échanger. La purge, elle s'arrêtait sur MSN, et puis c'était fini, quoi. Ouais. Là, maintenant, ils ont tous des réseaux, ils peuvent tous parler de plein de trucs, tout est plus accessible. Donc forcément ça amène des choses et puis il y a vraiment un côté où en tant qu'enseignant tu as envie de protéger les élèves et puis aussi de protéger ceux qui n'ont pas de téléphone puis qui ne savent pas en fait tout ce qui se passe derrière et qui sans s'en rendre compte peuvent passer pour un tel ou un tel parce qu'ils ont pas accès à ça. Mais c'est vrai que souvent les problèmes d'harcèlement c'est plus sur des élèves qui ont un téléphone très tôt, ont accès aux réseaux sociaux où c'est pas traité souvent à la maison et malheureusement c'est dans notre cœur de métier. Il y a des choses comme partout, on ne peut pas le voir dès le départ, mais on fait tout pour que tout soit traité en temps et en heure. Et on laissera... je connais aucun enseignant qui voudra laisser un élève de côté ou n'ira pas traiter une situation qui peut-être va paraître toute petite au départ, mais qui peut-être pour l'élève est très grande dans sa tête et peut engendrer des choses horribles. Et puis la responsabilité du coup qui est énorme. Alors toi, dans ton métier, en plus, il y a les risques de blessures, etc. Enfin, ça, c'est tout un sujet. Mais même, comme tu dis, toi, peut-être que le fait, tu vas voir l'élève, comme tu dis, tu vas peut-être débunker un truc et lui, je sais pas, peut-être que tu vas éviter un suicide, j'en sais rien, tu vois. Ça peut être, ça peut être énorme, en fait, comme conséquence. Mais t'as ça, puis t'as aussi des élèves qui se retrouvent du jour au lendemain à plus venir, puis tu sais pas pourquoi. Puis tu découvres qu'en fait, tous les matins, il vomit parce qu'il a peur de venir à l'école.
Puis tu sais pas pourquoi en fait il a peur. Des fois c'est une crainte qui est complètement différente de ce qu'on peut penser. C'est pas un élève qui le persécute ou quoi que ce soit. C'est juste lui qui a un problème avec le fait d'être mélangé avec beaucoup d'élèves, etc. Puis des fois tu te rends compte que ça peut se passer dans un car, dans un bus, devant le collège. Ça peut être les parents où c'est problématique. Ça peut être un prof qui a la mauvaise gestion entre guillemets du cadre et qui depuis le début est va trop sanctionner et du coup l'élève a peur en fait de ramener une sanction à la maison parce qu'à la maison derrière ça se passe de telle ou telle manière. Il y a plein de profils différents. La seule chose qu'on essaye nous de montrer aux élèves, c'est faites attention à ce que vous dites. Ça peut être pris de telle manière par quelqu'un, mais ça peut être pris complètement différemment par un autre. On le sait tous, moi je sais que j'ai fait du foot pendant longtemps, j'ai fait des sport co, on aime tous chambrer en prof de PS. Moi je sais qu'avec mes collègues on se chambre souvent. J'aime bien chambrer les élèves, mais je fais hyper attention à qui je chambre et comment je le fais. Tu vas pas parler de la même manière à tel et tel élève, et c'est ce que j'essaye de leur expliquer, c'est pareil. Tu peux chambrer un copain à toi, mais si tu le fais trop souvent ou de la mauvaise manière, avec des mauvais mots, ça peut être mal pris. On a tous cette image en EPS, je vais prendre des pincettes avec des guillemets du petit gros, et on a tous aussi cette pincette du petit timide qui a pas parlé un mot et puis qui va toujours... entre guillemets, être délaissé si tu fais des équipes. Donc, tu vois, c'est des choses auxquelles, quand tu es enseignant, tu fais hyper gaffe. De vraiment montrer aux élèves qu'on est tous différents et qu'il faut s'accepter quoi qu'il arrive. Tu leur demandes pas, en fait, d'être copain avec tout le monde, mais juste cette notion de respect, d'entraide, de bienveillance qui est perdue, en fait, un peu à cause des réseaux et des personnes que les élèves idolâtrent, en fait, finalement, derrière leurs écrans, alors qu'en fait, ils oublient qu'ils sont des personnes ordinaires comme nous, quoi. Mais ça, alors, il y a l'aspect réseau avec les élèves entre eux, mais éventuellement avec toi. C'est-à-dire que peut-être qu'ils vont te prendre en scred, en train de te filmer, en train de... Tu sais pas, tu vois. Sur le papier, ils peuvent pas, vu qu'ils ont pas leur téléphone. Ça, c'est le papier. Ils l'ont tous dans le sac, pour la plupart. Moi, je sais, là où je travaille, les élèves, ils prennent le car le matin pour la plupart. Donc, moi, je me vois, si j'étais parent d'élève, mon enfant, il prend le car le matin, il y a 25 minutes le matin, il y a 25 minutes le soir. S'il a un téléphone, je veux bien qu'il l'ait avec lui. Par contre, évidemment, il l'a éteint dans le sac, etc. Et il comprend pourquoi il n'a pas à l'utiliser. Mais évidemment... on va pas dans les toilettes, on va pas dans les vestiaires s'amuser à vérifier ce qui se passe. On sait très bien que c'est des moments où il peut y avoir la caméra active, des choses qui peuvent être publiées. Moi, ça m'est jamais arrivé de me faire filmer. J'ai jamais eu de problème avec ça dans des vestiaires ou sur le trajet. Mais tu peux avoir des collègues qui se font filmer à leur insu sans s'en rendre compte. Et sans peut-être jamais le savoir, même. Sans peut-être jamais le savoir. Donc, faut faire vraiment hyper gaffe à ça, ouais. Pour en revenir au déroulé d'une journée, c'est en fonction de ton planning, mais toi, dans ton organisation, tu as plus une journée type, en fait? Tu te dis, je fais 7h, 17h, quoi qu'il arrive, non, pour préparer? Là, tu vois, par exemple, on est ensemble ce matin. Moi, j'ai pas de cours le lundi matin dans mon emploi du temps cette année. Mais j'y vais tous les jours. Mais c'est moi qui ai décidé d'y aller tous les jours. J'ai pas de jour off, entre guillemets, dans ma semaine. Quand je dis jour off, entre guillemets, c'est parce que souvent, c'est du télétravail. En fait, finalement, tu as toujours des choses à faire, ce que je t'expliquais avant. Selon les matières, plus ou moins, évidemment. Faut être conscient et je l'assume complètement qu'un professeur de mathématiques ou de français ou d'histoire qui a une matière on va dire théorique en salle de classe, il a plus souvent des copies. Il a par exemple nous au collège il a un brevet blanc à préparer. En lycée il y a les copies de bac, il y a tout ça. Ça prend plus de temps qu'un enseignant d'EPS, ça c'est sûr et certain. Et après nous on a des tâches qui sont différentes. Tu vois, on a géré les installations avec la mairie, tel et tel créneau. Il y a plein de trucs qu'on voit pas en fait finalement dans le métier, mais comme dans tous les métiers finalement qui sont un peu la face cachée, qu'on fait et qu'on gère quotidiennement. Et donc moi je te parlais de semaine type. Le lundi matin je vais jamais à l'établissement, c'est le seul moment où j'y vais pas. Donc là tu vois j'y vais tout à l'heure à 13h. J'y suis jusqu'à aujourd'hui j'y suis jusqu'à 18h30, j'ai des conseils de classe. Normalement j'y suis jusqu'à 17h. Le mardi, j'y suis toute la journée. Tu vois, les cours démarrent à 8h30, donc j'y suis vers 8h pour arriver avant. Ça termine à 17h. Le mercredi matin, j'y suis. Et à l'inverse des enseignants, du coup, dans le collège et le lycée où il n'y a pas cours le mercredi après-midi. Nous, on a l'association sportive ou l'UNSS, du coup, dans le public, puis ça s'appelle l'UXEL dans le privé, où nous, on a des activités qui continuent. Le jeudi, j'y suis toute la journée. Et le vendredi, j'ai des cours que le matin. Et en fonction de ce que j'ai à faire pour la semaine d'après, où je peux rester plus longtemps, manger le midi là-bas, ou alors je rentre chez moi et je me le fais à la maison, tu vois, le vendredi après-midi. Et le week-end, j'essaye d'avoir terminé pour que le samedi et le dimanche,
ce soit vraiment off. J'ai tout prévu pour ma semaine qui arrive. Si j'ai des bulletins à faire ou des prépas de cours, elles sont faites. Et comme ça, t'es plutôt à l'aise avec ton emploi du temps perso. Donc, je me suis jamais amusé à compter mon nombre d'heures. C'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça. Je rigole plutôt de tous ces clichés-là qui me font, au début, qui te font titiller quand tu débutes le métier. Parce que toi, au début, ça t'affecte forcément un peu. T'as pas l'impression de rien faire. Puis, c'est quand même le seul boulot où on va te dire, ouais, tu fais que 20 heures, alors que t'y es pas. Tu sais pas ce qui se passe dans une journée réelle dans l'établissement. Et même si sur le papier, je pense que tu vois, je dois tourner plus autour de 35 heures, on va dire, au global sur ma semaine. Si je compte mes prépas de cours, mon temps dans l'établissement où j'ai pas d'élèves, mais j'y suis quand même. Tu vois, le midi, on mange, mais on est toujours avec les élèves. Les pauses, les récrés, tu vas gérer des papiers. Moi, je suis prof principal, j'ai pas mal d'appels à passer avec des parents, des mails à répondre, des rendez-vous. Toutes ces choses-là, en fait, moi, je le compte pas. Je sais que ça fait partie de ma mission. Mais si on s'amusait à tout rajouter bout à bout, finalement... T'as plus d'heures, peut-être même qu'à 35 heures. Ouais, je sais pas trop. Mais en fait, ça m'intéresse pas plus que ça, ce côté-là, qui est le côté médiatisé autour de notre métier. Mais c'est vrai que maintenant... Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Oui, c'est une réalité des médias. Un enseignant, finalement, fait peut-être même beaucoup plus que 35 heures. Ouais, c'est possible. Et après... c'est comme dans chaque corps de métier. Tu vas avoir Frédéric qui va vraiment se mettre à fond dans son boulot et qui va le faire. Puis tu vas avoir Grégory qui, lui, arrive les mains dans les poches. Et puis, à la différence du privé où tu peux te faire licencier ou virer parce que tu fais pas ton taf, nous, c'est compliqué de virer un enseignant. Donc, c'est vrai que surtout qu'il y a des besoins, j'imagine. Ouais, il y a des besoins. Et puis, c'est vrai qu'à l'inverse du domaine privé, on est quand même vachement bien protégé sur ce côté-là. Et moi, j'ai même tendance à dire trop protégé. Ah ouais Par rapport à quoi ? On a tous, je pense, en tant qu'enseignant ou même en tant que dans les autres boulots, vu un collègue qui ne fait pas grand-chose ou se satisfait du minimum. C'est aussi le cas dans le métier de l'enseignement, il ne faut pas se le cacher. C'est rare parce que c'est quand même un métier passion. Tous les jours, tu vas devant entre 20 et 30 élèves devant toi. C'est vrai que si tu n'es pas légitime et que tu ne prépares pas ce que tu fais, tu peux passer, entre guillemets, pour un guignol, même devant certains élèves qui peuvent le voir, finalement. Et devant tes collègues, nous on est 50, on discute de tout. Ça se voit, un enseignant qui fait, entre guillemets, juste ses cours et puis s'en va, ses cours et puis s'en va, et puis qui n'est pas là aux réunions, qui va éviter des conseils de classe, qui, quand il y a des réunions parents-prof, va esquiver un maximum les rendez-vous. Et ça existe, mais c'est une toute petite proportion par rapport au nombre d'enseignants qui font très bien leur métier. Mais c'est vrai que c'est un chef d'établissement, un principal ou un proviseur en lycée n'a pas la main mise là-dessus. Il peut pas dire, toi tu fais mal ton travail. Oui, c'est pas son chef. Je peux pas te garder. Alors il y a une posture de hiérarchie, mais il n'y a pas cette posture hiérarchique de je peux te licencier ou je peux te virer. C'est le rectorat en fait, notre plus un réel. Alors je connais pas ce qu'il faut faire pour être viré de l'éducation nationale, mais je pense que vaut mieux pas savoir. Et tu parles des conseils de classe, peut-être aussi conseils de discipline, toutes ces choses-là, c'est des heures pareilles que tu récupères pas, quoi. Il y a pas de... Non, c'est dans ton service, ça fait partie de tes missions. Tu vois, là, on est sur une période, donc on est juste avant les vacances de Noël, là, dans 2 semaines, on est en congé. Donc là, ça fait 2 semaines où chaque semaine, il y a 2 semaines, c'était les conseils de classe des 3e. Cette semaine, la semaine dernière, c'était les 4e, là, c'est les 5e, puis la semaine prochaine, c'est les 6e. Et après, il y a les réunions parents-professeurs du premier trimestre. C'est dans tes missions. Donc, Alors ça, gros sujet. La relation parent-prof, parent-enseignant. On en parlait avant l'émission où je te disais, pour échanger avec plusieurs enseignants, avant, moi quand j'étais au collège, au lycée, on ramenait un sale bulletin, on prenait une petite soufflante, voire plus. Aujourd'hui, il y a les rôles sont un peu inversés. J'ai l'impression que les enseignants, ils me disent souvent, les parents, ils veulent nous apprendre notre métier et puis ils veulent nous dire comment faire, quoi. Moi, j'ai directement démarré avec ce côté-là, en fait, finalement. Parce que tu vois, ça fait que 7 ans que j'enseigne. Et ça fait déjà 7 ans que ça a démarré, je pense. Moi, je suis arrivé, il y avait déjà des caricatures qui étaient faites par certains journalistes sur la posture de l'enseignant face aux parents. Et je vais reprendre la même chose que ce que je te disais sur les enseignants qui font bien ou font mal leur métier, entre guillemets. C'est une petite partie, ces parents-là, qui sont... entre guillemets, qui recherchent à remettre en cause la notation ou alors la sanction face à leurs enfants. L'enfant roi un peu, si tu veux, pour schématiser.
Mais il y en a. C'est vrai que j'ai jamais passé une réunion parents-professeurs en étant, on va dire, je suis serein à 100% de ce que je fais au quotidien et je sais que je déborde jamais ou je fais toujours attention à ce que je dis aux élèves. Mais c'est vrai que tu as toujours cette question de punaise, son bulletin il est parfait, pourquoi ils viennent me voir, ou si c'est cette petite évaluation qu'il a ratée, ben, il l'a ratée. Mais tu as l'impression de devoir te justifier devant certains parents, alors qu'il n'y avait pas ça avant. Enfin, moi, comme tu dis, tu l'as vécu aussi. Moi, je ramenais des mauvaises notes où j'avais un mot pour bavardage, ou j'avais fait une bêtise. Bah, je me faisais engueuler à la maison, et puis c'était terminé. Et alors après, j'avais des parents profs, donc tu vas me dire facile à dire. Oui. Mais c'est vrai que maintenant, on remet plus facilement en cause la parole d'un enseignant. Je pense que c'est lié à la médiatisation. Je pense que c'est lié aussi à la protection de l'enfant. On t'a parlé d'harcèlement tout à l'heure. Il y a des parents qui ont peur aussi que l'adulte harcèle un élève, tu vois, ou ne s'en prenne qu'à lui parce que c'est celui qui fait les petites bêtises à droite, à gauche. Ce qui peut arriver, hein. Il peut y avoir des têtes de Turcs, des profs, ils ont des... Normalement, ça n'existe pas, mais comme tu dis, ça peut. Et je pense qu'il y a cette notion-là. Puis il y a aussi vraiment cette idée de remettre en cause le travail. Ça m'est déjà arrivé, tu vois, à Paris, sur ma première année d'enseignement. La pire réunion de ma carrière. J'avais mis un mot dans le carnet d'une élève qui est une élève, mais tu vois, au top, des bonnes notes partout, même avec moi, ça se passait très bien. Et un jour, elle est en évaluation de gym, et ils sont plusieurs à devoir faire cette éval. Donc elle est avec un groupe qu'elle n'a pas choisi, qui a été tiré au sort. Et il y a un élève dans le lot qui est avec elle, ils s'entendent pas, et c'est plutôt l'autre profil. J'ai pas envie de faire, la gym, j'en ai rien à faire, je ferai rien. Et elle se retrouve à être du coup pénalisée sur la note de groupe. Et elle se retrouve à claquer ce gamin. Ah ouais. Donc devant mes yeux, tu vois, vraiment une claque. Et du coup, je le note dans le carnet pour prévenir à la maison. Puis il se passe, je sais plus, une semaine, 2 semaines. Et il y a les réunions parents-prof qui tombent. J'ai pas de rendez-vous avec ces parents-là qui me sont... Toi, t'as juste mis un mot dans le carnet, elle, tu l'as recadré. Exactement, ouais. Puis le mot signé. Et puis... je ne saurais pas te dire la notion de délai entre le moment où il y a eu cet incident et puis les réunions parents-professeurs. Puis il y a les réunions parents-professeurs de 5e qui tombent. Puis j'ai pas de rendez-vous avec ces parents-là. Puis j'ai un trou dans la soirée. Puis des parents s'amènent avec la fille. Et j'ai la mère, le père et la fille devant moi qui remettent en cause en m'ouvrant le carnet, en disant on l'a signé pour pas faire de détails parce que c'est normal de signer les mots dans le carnet pour pas qu'il y ait de problème. Mais... on n'est pas d'accord avec ce que vous avez mis. Notre fille n'a jamais frappé tel élève. Et je me retrouve dans la posture de... Attends, ils sont en train de remettre en cause en fait ce que j'ai vu et ce que je signale. C'est fou. Donc je réexplique tout ce qui s'est passé. J'essaye de bien réexpliquer que je sais pourquoi elle a fait ça, que ça s'entend pas, une violence, mais que ça peut arriver de déraper chez un élève qui a 11 ans et qui a peur de ramener une mauvaise note à la maison, etc. Et je vois mon élève devant moi est toute gênée en fait. Ouais. Parce que je pense qu'elle sait au fond d'elle qu'elle l'a fait. Et du coup, au lieu de prendre à partie les parents, je redemande à l'élève, est-ce que tu peux me réexpliquer ce qui s'est passé ? Et elle a réussi à le dire devant moi, mais elle n'avait pas réussi à l'avouer à ses parents. Ouais. Et pendant 5 minutes, ça a été un dialogue de sourds. Et puis au final, il a fallu que cet élève-là accepte de finalement dire ce qu'elle a réellement fait. Et puis ça s'est clos comme ça. Mais on est vraiment venu remettre en cause ma décision et de dire en fait, vous inventez quoi. Ça s'est bien fini. Ça s'est bien fini, évidemment, mais c'est vrai que tu peux avoir des réunions où c'est délicat. Puis c'est des moments durs à gérer. Ça, on te l'apprend pas, ça. Ouais, tu l'apprends par toi-même. Tu peux pas faire face, ou tu peux pas simuler, entre guillemets, un parent face à toi avant même de l'avoir. Puis je pense qu'il y a quand même une tendance où les gens sont de plus en plus procéduriers. Donc ils ont peut-être plus envie de mettre des bâtons dans les roues ou de stopper une carrière. Après, je vois pas comment ça pourrait se faire, mais... Non, puis c'est ce que je te disais, je pense qu'il y a tout un lien avec ce qui se passe aujourd'hui, entre le harcèlement, la médiatisation, les réseaux, les parents qui veulent protéger, l'enfant roi aussi, vraiment, et l'enfant qui se sert aussi un peu de ça. On parlait des profils justement d'enfants. Alors, on voit, enfin moi je l'ai vécu, il y a des profs qui ont des chouchous, ou des têtes de Turcs peut-être aussi. Comment toi tu vois ça, les différents profils ? Est-ce que tu as des formations spécifiques pour certains profils ? Je sais pas, des enfants malentendants, des enfants handicapés, je sais pas. Comment ça se passe ? Alors, les profils d'élèves, t'en as plein.
Nous, en EPS, on a le profil typique, c'est l'élève qui fait du sport en dehors du collège ou du lycée, qui est dynamique, qui va vouloir s'investir. Et donc là, c'est royal pour toi, et puis ça fonctionne. Limite, t'as rien à lui apprendre. Ben, en fait, si, tu vas lui apprendre à travailler justement avec d'autres élèves et sur des compétences qui sont différentes de la réussite motrice. C'est-à-dire que, tu vois, t'es bon, par exemple, en handball, t'en fais en club à haut niveau, t'es dans la première équipe de la ville, mais t'en fais en EPS, ben, tu vas peut-être avoir tous les points sur la maîtrise motrice, donc du ballon, du déplacement, placement, etc. Par contre, est-ce que t'es capable de travailler avec tous les élèves ? Est-ce que tu es capable d'observer tel point et tel point ? Est-ce que tu es capable de gérer en autonomie un échauffement, d'expliquer pourquoi tu t'échauffes ? Et après, ça dépend évidemment de quel niveau de classe tu as en face de toi. Je pars toujours du principe devant les élèves, et c'est ce que je leur explique, c'est que X a fait tant d'années de sport, ça ne veut pas dire qu'il aura 20 sur 20. Et Y n'en a jamais fait, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir 20 sur 20. Oui, c'est ça. Et moi, je pars plutôt du principe que l'EPS est différent du sport et on ne travaille pas la même chose. Moi, je ne cherche pas à faire progresser l'élève que sur la motricité, je cherche à le faire progresser sur plein d'autres choses. Ce que je te disais tout à l'heure avec des exemples comme la gestion du risque, la sécurité avec les autres, le partage, la création collective, la communication, enfin toutes ces choses-là en fait qui sont des choses qu'ils vont retrouver plus tard dans leur vie. Et c'est vrai que du coup, tu peux avoir des profils avec l'élève timide qui sait pas parler, enfin qui a peur de parler plutôt avec les autres, l'élève sportif qui est bien dans tous les cas, ou alors l'élève sportif mais qui est monsieur, moi j'ai pas envie de travailler avec tel ou tel élève, et il est nul. Ça, on l'a tous eu au moins une fois. Puis moi je sais que j'étais dans cette posture-là quand j'étais en tant qu'élève. Je faisais du sport tout le temps. J'avais qu'une envie quand j'étais en EPS, c'était me défouler. Ça faisait partie, entre guillemets, de mon rituel de la semaine. On était tous contents quand on était sportif d'aller là. Et si le prof nous imposait d'être avec tel ou tel élève, quand t'as 12-13 ans, t'as la flemme et t'as qu'une envie, c'est de faire des matchs et puis ceci, cela. Alors que c'est pas ça le fond d'un cours, quoi. Et après, t'as tous les problèmes liés à avoir ses affaires, l'élève qui fait exprès d'oublier, la piscine. Enfin, on a plein de choses différentes en fonction des activités et puis de ce que l'élève connaît lui à côté. L'élève qui a jamais fait de sport de sa vie, l'élève qui en a fait en collectif, l'élève qui est gêné de se changer dans un vestiaire. Enfin, t'as plein de profils. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier ? Qu'est-ce que tu détestes le plus dans ton métier ? C'est compliqué ça. Je déteste l'ambiance au travail entre collègues souvent. Ah ouais ? J'adore mes collègues. J'adore aller au travail avec les élèves, etc. Mais j'aime pas trop l'ambiance type salle de prof. Ah ouais ? C'est-à-dire que ça, c'est pour connaître d'autres enseignants, ça revient souvent. En fait, moi j'aime bien aller quand je suis en salle des profs. T'as fait quoi de ton week-end ? Ça se passe bien dans ta vie perso. Enfin, je sais qu'avec mes collègues d'EPS, on est forcément amené à travailler en collectif, en groupe, et on s'entend hyper bien. C'est pas le cas partout. Ça, je te l'assure à 100%. Je pense même que ça, on est peut-être sur un 50-50 à mon avis. Ouais. Mais dans la salle des profs, tes profs principales, on va dire, il y a encore un tel qui a fait ci, qui a fait ça, tu vas discuter d'un truc. Alors qu'en fait, t'es censé être en pause, entre guillemets, quoi, entre tes cours. Et puis, t'as quand même beaucoup de collègues qui parlent que du travail. Et c'est vrai que... je pense que n'importe quelle entreprise, ça, ouais, enfin, quel que soit le métier. Ouais, je me rends pas compte, tu vois, vu que j'ai pas fait d'autres boulots avant et ni d'autres métiers. Ça, c'est un peu le côté on va dire que je déteste le plus, être au travail et parler que de ça. Alors qu'au final, j'aime bien parler d'autres choses, forcément, pour changer, entre guillemets, de ta routine quotidienne. Et ce que j'aime le plus, c'est la diversification. C'est-à-dire que chaque année est différente, chaque cours est différent. Gérer des situations, c'est jamais les mêmes. On est enseignant d'EPS avec une classe qui peut être compliquée à gérer, tu vas pas faire la même chose qu'avec une classe qui fonctionne parfaitement. Tu les emmènes en compétition à l'association sportive, t'as pas la même casquette. T'es animateur d'association sportive, t'es plus monsieur untel devant les élèves qui va te noter, etc. Là, tu vas plus les chercher à leur faire découvrir d'autres choses. Donc, c'est vraiment la diversité que j'aime bien dans ce métier-là. On parlait de la journée type. Il y a un avantage à être enseignant, ça c'est sûr. Ça reste les vacances. Ça, t'en as c'est certainement beaucoup plus que je sais pas combien en semaine. Je crois que ça fait 16 semaines, si je te dis pas de bêtises. Ouais, donc, sur l'année, 16 semaines de congé. Après, c'est ça. Moi, quand j'en discute avec des copains qui sont pas du tout dans l'enseignement, je dis souvent que
finalement, il y a des fois où je suis en vacances et bon, j'aurais pu continuer à aller être au travail. Oui, Tu vois, ça me dérangerait pas ouais. d'en avoir moins parce que des fois, tu vois, là, par exemple, à Noël, on va être coupé 2 semaines. Alors, j'adore les vacances de Noël, c'est cool d'avoir tout le temps 2 semaines. T'as pas la question de te poser comme dans une entreprise où lui, il a eu l'année dernière le Nouvel An et Noël, que ça tourne, tu vois. Nous, on n'a pas cette question-là, donc ça, je t'avoue, c'est un Vrai sujet, ça, je te vrai confirme. vrai avantage. Et tu vois, on va reprendre en janvier. Et 5 semaines après, on est déjà en vacances de février avec les zones, c'est ABC, Oui. avec en fonction des zones géographiques. C'est un peu casse-pied, tu vois, 5 semaines, t'as pas le temps de faire grand-chose sur une séquence avec tes élèves. Puis on te remet direct en congé. Puis après, la période, elle est beaucoup plus longue. Donc ça casse aussi ton rythme des fois, même si évidemment, t'es content d'être en congé, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est vrai qu'on en a beaucoup, c'est un gros avantage. Faut pas s'en cacher, hein, faut non, en profiter. carrément, Enfin, faut en profiter et ça faisait partie aussi des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce métier, hein, je te le cache pas. Tu vas pas choisir un métier pour ses désavantages. Donc ça faisait ça joue dans la balance. Après voilà, faut pas oublier que notre salaire, tu vois, il est lissé sur 12 mois et que du coup finalement on est moins bien payé que si on bossait plus. C'est-à-dire que sur les mois d'été, je gagne moins que sur mes septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février jusqu'à juin. Alors, Juillet, août, mes salaires sont plus bas. La question du salaire, justement, vu que c'est de la fonction publique, On rentre dans des grilles. C'est des grilles, voilà, Ouais. et tu sais que tu vas être augmenté à peu près tout le temps. Tu commences avec quel salaire? Est-ce que tu as des indemnités? Je sais pas. Enfin, comment ça se... En fait, ça dépend de combien d'heures tu fais. Donc, on va partir sur un temps plein classique. Moi, j'ai démarré, tu vois, à l'époque, je crois que je devais toucher 1007, 1008 Ouais. sur ma première année. Je sais que maintenant, il y a une nouvelle loi qui est passée. On peut pas démarrer en dessous de 2000. D'accord. Donc, je parle en net, hein, parce que j'ai du mal Oui, à... oui, je vais c'est ce parler qui en intéresse net. les gens, Voilà. le net. Je vais parler en net. Donc, tu vois, je tournais autour de 1007 au début. Maintenant, je sais que c'est 2000 en début de carrière. Et après, on a des échelons. 1, 2, 3, etc. Et chaque échelon te permet de rentrer dans une nouvelle grille. Et après, ce qui fait notre salaire annuel qui monte, c'est si tu es prof principal, du coup, tu as des indemnités mensuelles. Si tu prends des heures supplémentaires, donc tu as des indemnités à l'heure ou au mois, en fonction si c'est des heures supplémentaires annualisées ou du coup que tu déclares une par une. Et maintenant, il y a ces pactes-là qu'ils ont créés, ça doit faire la 2e année que je crois qu'on est avec ça, qui peuvent faire en fait que si tu travailles plus ou que tu fais plus d'heures, ton salaire augmente sans passer par cette grille. Puis après, tu as l'agrégation qui te permet d'être au-delà de certifié, qui peut te permettre aussi d'avoir un plus au niveau salaire. Mais c'est vrai que tu demandes pas d'augmentation. Oui, ça en vient direct. tout seul. Ça vient tout seul lié à l'ancienneté. Je t'avoue, je regarde pas mes fiches de paye. Je sais pas trop où j'en suis rendu. Je sais quel échelon je suis, mais je sais pas combien je devrais avoir net mensuel au minima du minima sur un temps plein. Tu sais en fin de carrière ce que tu toucheras par contre, du coup. Si tu fais toute ta carrière. Ouais, c'est ça. Tu peux savoir à l'heure actuelle jusqu'où tu vas. Mais comme je te dis, vu que les salaires ils sont différents tous les mois, Oui. je sais exactement ce que je vais toucher sur juillet, août entre guillemets, mais pas sur septembre, octobre, novembre, décembre. Sur mon année avec des élèves, ça dépendra. Ce que je te disais de tout ce que tu fais à côté de tes heures entre guillemets, de tes 20 heures finalement. Et on connaît. Du coup, tu touches. Donc, tu commences à 1007, 1007, 1008. Aujourd'hui, plus possible. Mais aujourd'hui, du coup, tu as rattrapé ce retard. Tu es à plus de 2000, j'espère, pour toi. Ouais, alors moi, je fais pas mal d'heures en plus dans l'établissement où je suis. J'ai des projets avec des classes qui font que j'ai des heures à côté. Ouais, je tourne à un peu plus entre 2005 et 3000 selon les mois. Et après, l'été, du coup, je crois que mon salaire minimum, je crois que c'est 2004. Okay. Si je te dis pas de bêtises. Donc en fait, en juillet-août, je touche 2004 net. Et après, de septembre à juin, je suis plus autour de 3000. Ouais. Et ça, tu sais que ça va augmenter. Alors, c'est quoi? Je crois que c'est tous les 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et puis après, plus t'avances, et puis plus l'écartement est grand. C'est-à-dire qu'au début, tu montes vite, puis après, c'est de plus en plus long. Là, je suis très proche, par exemple, d'un collègue, admettons, qui a 10-15 ans d'ancienneté. Mais par contre, je vais être très loin de lui quand il va basculer, par exemple, à 20 ans. Je t'ai une bêtise, tu vois. Oui. Les tranches, elles sont plus longues, mais par contre, tu as une vraie bascule. Alors que nous, on augmente petit. Ça va être quoi? C'est 50 € par 50 €, 100 € par 100 €? Je ne saurais même pas te dire. J'ai pas envie de te dire de bêtises. Dernière question, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut faire ce métier, d'enseignant en général et peut-être même enseignant d'EPS? Quelle qualité il faut avoir pour toi Faut être à l'écoute des élèves, je pense que c'est hyper important. Faut être sûr de soi quand on présente quelque chose. Je suis pas expert de tous les sports et pourtant j'en enseigne une multitude. Mais il faut se former quand on fait quelque chose, ne pas arriver entre guillemets les mains dans les poches et vraiment faire ce métier comme une passion
et comme rechercher à transmettre en fait des choses aux élèves. C'est hyper important de vouloir donner et par contre sans attendre un retour. C'est un métier où on a... Un peu ingrat. Ouais, pas ingrat, c'est peut-être pas le mot, mais où on a très peu de retours. C'est très rare un élève qui va vous dire à la fin de l'année merci monsieur pour ce que vous nous avez apporté. Peut-être qu'au lycée il y a plus parce que les élèves sont un peu plus grands, mais juste le fait de donner le sourire aux élèves, que le cours se passe bien, c'est hyper agréable, mais en fait faut pas s'attendre à plus derrière et encore moins de la part de parents. C'est très rare d'avoir des parents qui te remercient. Il y en a, hein, mais ça arrive rarement. Faut pas faire ce métier-là pour ça, en tout cas. Faut plus le faire pour l'évolution, entre guillemets, des élèves, les maintenir en forme. Je trouve ça hyper important. On parlait d'harcèlement, mais il y a aussi la santé qui est hyper importante de nos jours. Tu m'en parlais, une fois on en parlait, on s'est vu il n'y a pas si longtemps, et tu me disais, aujourd'hui, ils bougent un peu moins quand même que notre génération. Il y a beaucoup plus de surpoids, ça c'est sûr. Ah oui ? Ouais, beaucoup moins d'acceptation de l'effort. Souvent, l'activité qu'on pense quand on est en EPS, c'est le demi-fond, l'endurance. Ouais. Moi, on en avait déjà à l'époque, des personnes qui avaient la flemme de courir ou quoi que ce soit. Et maintenant, on essaye vraiment de trouver les billes. Justement, c'est le conseil que je donnerais à ceux qui veulent faire ce métier. C'est trouver les billes pour que ce moment-là soit agréable pour l'élève et que l'élève fasse un effort sans s'en rendre compte. Je pense que c'est ça le cœur de notre métier. C'est donner envie à un élève de faire un effort sportif avec plein d'élèves différents et qui se bougent en fait un peu plus tous les jours et qu'il ait envie aussi après d'aller s'inscrire dans un club de sport, d'aller faire ceci, d'aller aussi en voir, tu vois, de connaître la culture sportive, qui est quand même immense dans notre pays, et qui malheureusement est pas si au plus haut point, on va dire, que ce soit en termes de résultats, que ce soit en termes de santé. C'est vrai qu'on n'est pas si bon là-dessus. Charles, merci pour ton témoignage. Merci également à Maxime, William, Aloïs et Lionel qui ont permis à cette émission d'exister. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience sur votre métier, si vous voulez mettre fin aux clichés qui l'entourent ou si vous pensez qu'il devrait être mis en lumière, n'hésitez pas à me contacter sur TikTok et Instagram @concrètement avec un 0.